Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Il nous arrive de nous demander pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi nous commettons toujours les mêmes erreurs? Pourquoi nous sommes attirés toujours par le même style de personne? Nous nous efforçons à prendre d'autres trajectoires, mais le résultat reste toujours le même. Nous ne progressons pas. Pourquoi? Comment faire table rase du passé pour aller de l'avant? Comment définir ce qui nous bloque? Aujourd'hui, je reçois Célia Maury, une femme d'une intelligence incroyable, au parcours atypique, qui va nous parler de la méthode Festen ou comment briser ses blocages et avancer. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia, Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencé. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Célia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir. Merci à toi. Je suis moi-même très très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Alors, on va commencer par une phrase toute simple, mais c'est vraiment le passage obligé pour commencer les interviews dans ma pause café. Toi, tu es plutôt justement thé ou café? Plutôt café pour ma part. Ah, très bien. C'est bon. On fait la paire, donc ce sera vraiment une pause café aujourd'hui. Alors, pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre la femme que tu es aujourd'hui et ce que tu fais, on va quand même commencer par le début. Comment tu étais quand tu étais enfant? Tu étais quel genre d'enfant? Je dirais que j'étais une enfant très curieuse. J'ai toujours aimé beaucoup apprendre, comprendre les choses. Je lisais beaucoup, par exemple. J'étais une enfant j'ai toujours eu un groupe d'amis. J'ai aussi grandi en campagne, donc j'ai passé beaucoup de temps dehors. J'étais beaucoup sur le vélo, dans l'eau. J'allais chercher des truffes avec ma grand-mère. Enfin, je passais beaucoup de temps dehors dans la nature. Et en même temps, j'étais enfant unique, donc j'ai aussi eu l'habitude d'être seule et de jouer toute seule aussi. Donc voilà, mais une enfance plutôt assez sereine dans le sud de la France. Est-ce que donc si je comprends, je peux dire que tu étais une élève studieuse quand même? Oui, j'ai toujours été une élève studieuse. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Et ton parcours scolaire, il a été comment? T'as fait quoi comme études? Écoute, il s'est passé de manière assez classique. J'ai déménagé quand je suis entrée en sixième. Et en fait, à ce moment-là, il s'est quand même passé quelque chose qui a eu une grande influence sur ma vie, puisque en déménageant, ma mère m'a inscrite donc dans un nouveau collège qui n'était pas mon collège d'affectation de départ puisqu'on déménageait. Et en fait, elle m'a inscrite en allemand. D'accord. Et donc moi au début je comprenais pas trop. Je dis mais attends, dans le sud de la France, j'ai pas du tout envie de faire de l'allemand. Elle m'a dit écoute, de toute façon je savais pas. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. De toute façon c'est trop tard, tu es inscrite, donc tu verras bien. Et en fait le fait de m'inscrire en allemand, ça a eu une grande influence ensuite dans ma vie, puisque aujourd'hui je suis en Allemagne, et ça m'a permis surtout d'avoir la chance déjà de rencontrer des gens qui sont toujours mes amis, mais d'avoir des profs très engagés en fait, puisque dans le sud de la France, personne n'apprend l'allemand. Donc on a toujours d'élèves, ils sont chouchoutés. Exactement, on a eu la chance de pouvoir partir en Allemagne presque tous les ans. Génial. Et en fait, ça a fait une grande différence, parce que quand tu es ado et que tu te rends compte que une langue, c'est pas juste des exercices de grammaire et de conjugaison, mais que tu peux aller découvrir un pays, découvrir des gens, te faire des amis, forcément, ça change un petit peu la donne. Donc ça, je pense que c'est quand même un moment qui a été assez important, mine de rien, dans mon parcours scolaire. Et puis ensuite, après le lycée et le bac, j'ai d'abord fait une prépa littéraire pendant 1 an. Puis j'ai intégré Sciences Po en franco-allemand, du coup. Ouais. Donc j'étais entre Bordeaux et Stuttgart pendant 5 ans. On alternait un petit peu tous les ans, voilà. Et puis à la suite de mon parcours franco-allemand, j'ai commencé ma carrière en Allemagne, du coup. Mais tu savais très tôt ce que tu voulais faire, professionnellement parlant?
Non, pas du tout. Absolument pas. Alors, étant toute petite, je voulais faire vendeuse de Barbie, donc ça te donne un petit peu l'ambiance de l'époque. Non, pendant assez longtemps, je me disais que je voulais être journaliste parce que j'aimais beaucoup l'actualité, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup le fait d'aller chercher des infos, de comprendre les choses. Mais finalement, ça s'est quand même dissipé avec le temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans le coin de la tête. Mais par contre, je fais vraiment partie des gens qui disaient, en tout cas, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose que je ne pense plus, mais qui disaient de toute façon, quoi que je fasse comme travail, c'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que je trouve un truc qui me convienne un minimum, entre guillemets, mais moi, je suis pas faite pour travailler. Si je pouvais ne pas travailler, je travaillerais pas. Donc, du coup, un petit peu dans le sens de j'ai aucune idée de ce que je veux faire et puis on verra bien. De toute façon, voilà, exactement, je me laisse porter. Et puis, j'étais un petit peu négatif quand même sur ce truc de boulot en me disant de toute façon, je suis pas une passionnée du travail, donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Même si j'ai quand même fait des études en fonction de mes intérêts, etc. Et après, effectivement, tu as totalement raison, ça s'est plutôt transformé en je me laisse porter. Et puis finalement, petit à petit, en prenant conscience sur le chemin des choses que j'aimais et que j'aimais moins, et finalement, j'ai pu petit à petit affiner pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui finalement me plaît beaucoup et me passionne beaucoup. Mais tu as quand même fait de très longues études. Est-ce que c'est juste parce qu'il fallait le faire ? Est-ce que tu penses que peut-être ton entourage, ton environnement a fait que tu t'es dit non, je suis obligée de faire de grandes études, alors qu'au final, c'était pas le monde du travail, c'était pas ton truc ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai toujours été une bonne élève. Du coup, ne s'est pas trop posé la question de ne pas faire d'études, entre guillemets. Et puis, j'ai grandi dans une famille où mes grands-parents m'ont toujours dit si tu travailles bien à l'école, tu pourras faire ce que tu veux. Et donc, même si c'était un petit peu, c'est un peu old school aujourd'hui de penser comme ça, évidemment, mais j'ai quand même grandi avec ça. Et donc, je me suis toujours dit que si je travaillais bien à l'école, du coup, à la fin du compte, je pourrais peut-être faire quelque chose qui me plaît. Donc j'avais un petit peu ça en moi et j'avais pas vraiment de pression sociale ou familiale par rapport au fait de faire des grandes études parce que je viens pas du tout d'une famille où on a fait des grandes études. Mais disons que petit à petit ça s'est dessiné comme ça. Voilà, j'avais toujours des bonnes notes et donc du coup c'était toujours c'est quoi la prochaine étape, etc. Et en fait ça c'est quelque chose que je comprends aujourd'hui, mais pendant des années et des années, je me suis jamais vraiment posé la question, en fait, de manière proactive de est-ce que j'ai envie de faire des études ou pas ? Et si oui, lesquelles ? Et est-ce que ces études-là pourraient m'amener vers quelque chose qui me plaît ? J'ai toujours fait plutôt dans l'autre sens, en me disant, OK, j'ai pas envie de faire des trucs scientifiques, donc je vais pas faire un bac S. J'ai pas envie ou par exemple, je sais pas ce que je veux faire, du coup, Sciences Po, c'est un bon chemin parce qu'on peut faire plein de choses. Voilà, donc je vais rentrer là-dedans et puis après je verrai au fur et à mesure. Donc en fait, j'ai plutôt fait mon chemin en sachant ce que je ne voulais pas faire et en faisant comme ça, petit à petit ça a tracé le chemin vers quelque chose qui me plaisait, quoi. Je dirais plus ça dans ce sens-là. D'accord. Est-ce que ton premier boulot était en Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est ça, à Munich. Est-ce que là aussi, ça a été juste, je me laisse porter par la vague et finalement, comme j'ai fait de l'allemand, pourquoi pas travailler en Allemagne ? Ou est-ce que tu as eu une véritable opportunité ? Alors, un petit peu les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire mon stage de fin d'études en Allemagne et dans le sud de l'Allemagne parce qu'à l'époque, j'étais avec un Allemand qui était dans le sud de l'Allemagne. Donc, j'avais envie d'aller par là-bas. Et j'ai eu une opportunité donc de stage dans un cabinet américain qui faisait du conseil en communication et stratégie. Et en fait, j'ai eu la chance de faire mon stage auprès de quelqu'un qui est donc mon ancien chef et que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, et qui, à la fin de mon stage, m'a dit écoute, nous, on a une place qui s'ouvre dans notre équipe.
Donc, est-ce que tu as envie de rester avec nous, quoi, de rester à Munich, de rester dans ce boulot-là, dans cette équipe-là? Et en fait, à ce moment-là, moi, le stage m'avait beaucoup plu. J'étais du coup depuis quelques mois déjà à Munich, ville qui me plaisait beaucoup. Et donc, je me suis dit, allez, je me laisse porter. Je saisis l'opportunité que m'envoie la vie, entre guillemets. Et puis, je vais faire un petit bout de chemin à cet endroit-là, quoi. Donc, du coup, j'ai accepté. À la base, tu pensais rester combien de temps? Alors ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre. En fait, j'ai pas vraiment de vision ou de plan de vie à long terme, ni même à moyen terme. J'aime plutôt justement voir sur le moment ce qui me plaît, où est-ce que j'ai envie d'être, etc. Et si une situation, un endroit ne me plaît plus, d'être capable de le voir pour ensuite rebondir et décider d'aller faire autre chose. Donc du coup, quand je suis arrivée à Munich pour mon stage, au début, je me suis dit je vais faire mon stage et puis après on verra. Voilà, c'est toujours un petit peu ce que je me dis. Puis ensuite, ils m'ont proposé le poste, donc j'ai dit j'accepte et puis on verra comment ça se passe, comment ça évolue. Donc j'avais pas du tout de plan ni de carrière ni par rapport à l'Allemagne à ce moment-là. Voilà, j'ai toujours tendance à dire aujourd'hui, samedi, ça me donne envie. Je suis pas forcément en mesure de tout faire ou de tout savoir, mais par contre, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, donc je vais dire oui. Et puis, advienne que pourra, on verra si ça me plaît, si je suis douée, s'ils sont contents de moi ou pas. Et si c'est pas le cas, je trouverai autre chose, quoi. Mais je trouve cette façon de penser vraiment géniale parce que souvent, et c'est mon cas, souvent, des gens, et comme je te dis, je m'inclus dans ce que je dis, on a tendance à se projeter tellement loin que des fois, on n'arrive pas à voir la beauté de l'opportunité à l'instant T en se disant mais c'est un truc dingue qu'on me propose et oui c'est peut-être fou mais pourquoi pas. Et en fait on va se projeter très loin, on va faire des plans sur la comète dans 5-10 ans, est-ce que ça me plaira toujours, alors que finalement c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait penser, plus comme toi, c'est-à-dire aujourd'hui cette proposition me plaît, l'endroit où ça se passe, ça me plaît aussi, ok, let's go. Et si demain ça me plaît pas, j'irai ailleurs. Et c'est vrai que t'as totalement raison, quoi. Oui, après je pense que ça implique plusieurs choses. La première par rapport au long terme, c'est que moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique et j'ai tendance à me dire ça se trouve, dans 10 ans, pour X raisons, je serai plus là. Et donc, la vie, en fait, c'est maintenant. Et j'ai pas envie de rester, par exemple, dans un job qui ne me convient pas, d'être malheureuse aujourd'hui pour capitaliser sur mon avenir, par exemple, en espérant que dans 10 ans, j'aurai, admettons, accumulé assez d'argent avec ce job qui ne me plaît pas aujourd'hui. J'ai vraiment tendance à penser que la vie, c'est maintenant et que donc, j'ai envie que ça me plaise maintenant. Et effectivement, en termes d'opportunités, du coup, ça veut dire garder les yeux et les oreilles ouverts, comme on dit en allemand souvent. C'est-à-dire, regarder un petit peu ce qui se présente. En plus, je suis quand même assez intimement persuadée que la vie nous amène toujours les situations dont on a besoin. Mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ouais. Mais donc, du coup, j'essaie effectivement d'être dans le présent et de regarder ce qui se présente à ce moment-là et de regarder est-ce que ça me fait envie ou pas. Après, par rapport à ce que tu dis, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui pensent au long terme aussi parce que ils ont besoin de sécurité, de stabilité. Exactement. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir aussi, mais le fait d'avoir changé de boulot à plusieurs reprises déjà dans ma jeune carrière, entre guillemets, on m'a souvent dit « Ah, mais tu es un petit peu instable ». Et en fait, c'est juste une manière de voir les choses parce qu'on peut considérer que c'est de l'instabilité parce que quelqu'un va changer de job et d'endroit souvent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire en fait, j'arrive juste à voir à un moment précis de ma vie est-ce que ça me plaît ou pas. Et si ça me convient pas, j'arrive entre guillemets à trouver le courage, parce que c'est quand même pas toujours évident non plus, de dire j'arrête, je démissionne, éventuellement je change d'endroit. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui? Et vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre? Et donc, de prendre ses clics et ses claques et de partir et de commencer autre chose. Donc oui, on peut voir ça comme de l'instabilité, mais on peut aussi voir ça comme une capacité de rebond. Donc,
voilà, moi je pense que tout est vraiment une manière de voir les choses et pour des gens qui ont besoin de sécurité, par exemple, je comprends tout à fait qu'ils aient une vision à plus long terme. Mais moi, c'est pas forcément ma manière de fonctionner, donc du coup, je suis plutôt dans le court à moyen terme, quoi. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. L'angle de vue que l'on prendra, déterminera notre perception de ce que l'on doit faire ou pas. Et c'est vrai que moi, j'étais exactement comme tu l'as défini tout à l'heure. J'étais la personne avant à me dire que, si tu changes de boulot tous les 4 matins ou même si t'expérimentes, c'est que t'es pas sûr de toi et que t'es instable. Alors que finalement, en progressant, en apprenant aussi, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre de soi-même, j'ai compris que même moi, j'étais dans ce cheminement où, à un moment, j'aime quelque chose, donc je vais essayer. Et puis peut-être que demain, je vais réaliser que ça ne me correspond plus, parce que soit j'aime plus, ou soit mon mindset a changé et donc je suis plus en adéquation avec ce que je suis en train de faire. Et forcément, je vais faire les choses différemment ou je vais aller ailleurs. Et je suis totalement d'accord. Pour moi, au contraire, on arrive à un niveau où on apprend à se connaître et on fait les choses parce que justement, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Et là, on est à un stade où on se dit, ça, j'aime pas. Donc, on va ailleurs. Et tout dépend de l'angle de vue que l'on a. C'est ça. Et puis, ce que moi, j'essaie toujours de mettre en avant, que ce soit pour moi ou pour les gens que j'accompagne d'ailleurs, c'est ce côté c'est pas une erreur en fait. Si je change de boulot, ça veut pas dire que j'ai fait une erreur en commençant ce boulot-là. Et au contraire de dire aujourd'hui ça ne me convient plus, mais qu'est-ce que j'ai comme learning, qu'est-ce que j'en retire en fait. Ok, il y a ça qui ne m'a pas plu, donc je vais aller chercher autre chose ailleurs, mais il y a aussi peut-être ça qui m'a plu et que je garde avec moi et que je compte bien avoir dans mes bagages entre guillemets pour la suite. Donc chaque expérience aussi amène son lot d'apprentissage, aussi de rencontres de personnes, de compétences, etc. Et ça c'est toujours des choses qu'on a en plus dans notre baluchon pour la prochaine fois. Donc pour moi c'est vraiment que du positif. Après, voilà, c'est une manière de fonctionner. Il y a une phrase que j'adore et que je me répète très souvent quand je suis à un stade de ma vie où j'ai l'impression justement que je suis en train de foirer un truc. Je me répète, soit je gagne ou soit j'apprends. Parce que souvent, on se dit, soit je gagne, soit je perds. Non, soit je gagne ou soit j'apprends. Et donc, même si le résultat final n'est pas celui que j'espérais, comme tu dis, j'aurais appris quelque chose. Et c'est du positif. Faut le retourner comme ça, je pense. Exactement. Alors, tu as fait des études, depuis ton plus jeune âge, tu as appris l'allemand, donc tu as continué spontanément dans cette direction. Mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie allemande? Parce que moi qui suis à Berlin, quand je dis que je vis à Berlin, on me regarde avec des yeux genre « Quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu es à Berlin? C'est quoi ce truc ?» Et les gens ne comprennent pas parce que, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que, en tout cas, l'Allemagne, de manière générale, c'est pas la destination qu'on va vendre pour les voyages, pour la découverte ou des choses comme ça. Donc, les gens ont une image un peu faussée de ce pays. Toi, qu'est-ce que t'aimes ici? Ouais, alors je suis déjà totalement d'accord avec cette perception de l'Allemagne que j'ai toujours entendue aussi dans ma famille quand j'ai dit que j'allais faire un cursus franco-allemand en Sciences Po. Tout le monde m'a dit mais non, fais un cursus franco-espagnol, on viendra te voir en Espagne. En Allemagne, il fait moche, il fait froid, c'est moche comme tout, la langue est horrible. Enfin bon, bref, tout ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup en Allemagne, en fait, il y a plusieurs choses. Alors, je vais peut-être d'abord parler de Berlin. Berlin, c'est une capitale qui, contrairement à beaucoup d'autres capitales, est je trouve beaucoup plus calme. Alors évidemment, il y a toute la scène culturelle, etc., qui est d'ailleurs géniale, qui est très ouverte, qui est très tolérante. Vraiment, il y a de tout, et c'est aussi pour ça que les gens qui connaissent Berlin en général aiment Berlin, parce que quel que soit ton style architectural, ton style de personne, ton style de culture, tu peux tout trouver. Mais malgré tout, étant donné que c'est une ville qui est très étendue, je trouve que c'est une ville dans laquelle on n'est pas stressé. Tout n'est pas à 10 000 à l'heure comme à Paris, le métro, et puis les gens qui tirent la gueule et qui marchent vite.
Ici, en fait, je trouve qu'il y a une espèce de quiétude qui, moi, en tout cas, me rappelle plus les petites villes. Et c'est ce qu'on retrouve, je trouve, d'ailleurs aussi au niveau des différents quartiers. Je te coupe 2 secondes. J'ai une amie qui est venue à la maison et elle m'a dit c'est la première fois dans une grande ville que j'ai cette sensation de respirer. Et pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est vrai que c'est vraiment cette sensation qu'on a ici. C'est dingue. C'est ça. Donc, il y a cette sensation de petite ville, entre guillemets, alors que chaque quartier est une ville en soi. Ouais. La notion d'espace aussi au niveau géographique, parce que, il y a, je veux dire, presque 50% de la ville est faite d'espaces verts. Ouais. On a des rues qui sont larges, on a des arbres dans les rues, dans les cours. Il y a des pistes cyclables partout, donc il n'y a aucun stress pour faire du vélo. Moi, je me pose jamais la question quand je vais quelque part à Berlin de est-ce que je vais pouvoir y aller en vélo ou pas, parce que je peux toujours y aller en vélo. En plus, la ville est quasiment plate, donc il n'y a même pas vraiment beaucoup de côtes. Et puis, Berlin, c'est aussi une capitale abordable encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les prix ne sont pas démentiels, ni au niveau des loyers, ni au niveau des sorties, de la nourriture, etc. Évidemment, c'est un petit peu en train de changer, mais c'est encore très abordable. Donc ça, c'est un petit peu pour Berlin. Et puis évidemment, hors situation Covid, mais Berlin est très bien relié avec toutes les villes européennes. Donc ça, pour moi, c'est important aussi parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui sont pas forcément sur Berlin. Et puis, pour revenir à ta question initiale par rapport à l'Allemagne, moi, c'est une langue que je trouve pas forcément belle, mais que je trouve rigolote. Donc, du coup, ça me plaît bien. Et puis, ce que j'aime bien chez les Allemands ou dans la mentalité allemande, alors déjà au niveau du travail, en termes de ponctualité, de rapport au temps, c'est quelque chose qui correspond plus à ma personnalité. En termes de prise de décision, on est beaucoup plus sur du collégial et du collectif que de l'individuel, comme en France où il y a une hiérarchie très très fermée, etc. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi au niveau du système politique, évidemment, en Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose qui me correspond davantage. Et puis, il y a, c'est peut-être des choses un petit peu basiques, ce que je vais dire, mais en termes, par exemple, alors je vais prendre un seul exemple, de recyclage, moi, j'ai été éduquée par une mère qui m'emmenait, qui nous emmenait tous les week-ends à la déchetterie pour emmener les déchets, alors que personne faisait le tri il y a 20 ans, même 25 ans en France. Et ici, en fait, je suis en plein centre-ville, mais on a quand même 5 poubelles différentes avec plein de trucs. Et en fait, il y a une espèce de mentalité qui est beaucoup plus en avance qu'en France par rapport à tout ce qui est, là, je vais dire en gros, climat, écologie, etc., mais qui me convient aussi bien plus qu'en France. Et puis, peut-être un dernier point qui fera peut-être pas trop plaisir aux francophones qui écoutent, mais je trouve qu'en France, on a beaucoup tendance à se reposer sur nos acquis et du coup à prendre beaucoup de choses comme pour acquises en fait, parce qu'on a la chance d'être dans un État qui fait très attention aux gens et qui donne beaucoup de moyens d'allocation aux gens, et je trouve ça génial. Mais du coup, je trouve que ça développe un petit peu une culture de la plainte, ou en tout cas une culture qui se rend pas vraiment compte de ses avantages. Et ça, c'est quelque chose qui me rend triste en fait par rapport à la France, parce que c'est un pays extraordinaire où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les gens. Et en fait, je trouve que dans la tête des gens, ça se retrouve pas en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie quand même bien chez les Allemands, c'est que j'ai l'impression qu'ils se rendent davantage compte en fait de certaines choses et ils prennent pas les choses pour acquises. C'est ma vision des choses, hein. Peut-être que je me trompe, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense, comme tu l'as dit, que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a toujours connu ça, on est assisté, on est vraiment en France assisté, et il y a ce côté positif, bien sûr. Faut pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est vrai que ça ne permet pas forcément d'aller au-delà de ses capacités en se disant je peux faire plein de choses et j'ai peut-être pas besoin d'être assisté tout le temps. Et on va à la facilité. Et c'est vrai que d'autres pays qui n'ont pas cette chance d'être assistés, les gens vont développer des capacités incroyables.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour les gens, pour leur vie, en fait, en France, c'est super. Et vraiment, je trouve ça incroyable. Mais du coup, par contre, effectivement, c'est plus en termes d'état d'esprit. C'est-à-dire que du coup, c'est comme si ça bloquait quelque chose, en fait, qui du coup, se développe pas forcément. Effectivement, ouais. Je suis assez d'accord avec ton analyse. Alors la première fois que je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, je t'ai découverte sur Instagram. Alors non, même pas, je t'ai même pas découverte sur Instagram, je t'ai découverte via un site pour lequel tu avais donné aussi un podcast d'ailleurs, et tu parlais de la méthode Festern. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça cause, c'est quoi? Je ne connais pas. Et donc, on a eu l'occasion de se rencontrer, tu m'en as parlé. Mais pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas cette méthode, déjà, qu'est-ce que c'est que la méthode Festern? Alors, la méthode Festern, en fait, c'est une méthode française à la base. C'est une méthode de libération des blocages et des autosabotages. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut se retrouver dans des situations compliquées dans lesquelles on est bloqué, dans lesquelles on va être angoissé, ou des situations dans lesquelles on n'arrive pas à aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Et en fait, la méthode part du principe que ça, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg et que donc, on va aller un petit peu creuser pour voir d'où est-ce que ces choses-là qui ressortent aujourd'hui, d'où est-ce qu'elles viennent et à quoi elles sont dues. Et en fait, elles sont essentiellement dues à des peurs, à des mensonges, à des croyances limitantes qui sont ancrées en nous depuis des traumatismes, depuis des rencontres, depuis notre adolescence, notre enfance, notre éducation, et puis parfois même depuis bien avant nous, parce qu'on peut aussi hériter de certaines choses de nos ancêtres. On va rentrer en plus en détail dans quelques instants dans cette méthode. Mais toi, comment tu l'as découverte ? Alors en fait, moi je l'ai découverte parce que j'avais moi-même fait 2 ans de psychothérapie en tant que patiente, à raison d'une séance par semaine. Et au bout de 2 ans, je me suis retrouvée un petit peu justement bloquée. C'est-à-dire que j'avais compris beaucoup de choses, mais le fait d'avoir compris certaines choses, ça changeait rien au fait que la situation, en fait, la personne toxique, en l'occurrence, était toujours dans ma vie. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bien de savoir tout ça, mais maintenant, j'en fais quoi? Et à l'époque, la psychologue que je voyais me disait, mais ça, c'est à vous, en fait, c'est à vous de le savoir, quoi. Et je disais, non, mais moi, c'est justement là-dessus que j'ai besoin d'aide, en fait, parce que maintenant, j'ai compris, mais maintenant, j'ai envie de sortir de cette situation-là. Donc, en fait, moi, il me manquait vraiment quelque chose où je pourrais avoir des outils en main, en fait, pour pouvoir débloquer la situation au niveau concret dans ma vie, en fait. Et j'ai une amie à l'époque qui m'avait parlé de cette méthode-là, me disant, écoute, c'est une méthode qui est assez complète parce qu'il y a à la fois une partie déconstruction, donc de toutes ces peurs, angoisses, etc., pour aller comprendre d'où ça vient, mais il y a aussi une partie reconstruction. Et là, en fait, c'est vraiment justement l'idée d'avoir des objectifs et d'aller se libérer de ces trucs-là dans la vraie vie. Donc, c'est concret, c'est pragmatique. Et elle m'avait dit, je pense que ça te conviendrait bien. Donc, voilà comment j'ai découvert la méthode au tout début. Il y a aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, dans le milieu du développement personnel et du coaching, de très bonnes choses, mais pas que. Est-ce que tu as été sceptique au départ ou pas du tout finalement? La méthode, dans les grandes lignes, t'a rassurée telle quelle? Alors, j'aurais tendance à répondre que de base, ma personnalité veut que je suis plutôt quelqu'un qui va dire il faut tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, j'ai pas eu peur que ce soit mauvais entre guillemets. Par contre, évidemment, entre le moment où mon ami m'en a parlé et le moment où j'ai pris rendez-vous, j'ai quand même regardé évidemment un petit peu ce qui existait sur Internet. J'ai lu un des bouquins d'André Charbonnier, donc c'est le créateur de cette méthode-là. Et en fait, en lisant son bouquin qui s'appelle « Plus de peur que de mal », ça m'a vraiment déjà permis de comprendre pas mal de choses.
Et donc, je me suis dit, OK, si avec un bouquin à 10 €, j'arrive à comprendre déjà des trucs que j'ai pas compris en 2 ans de thérapie, ça vaut le coup quand même d'aller creuser. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris rendez-vous tout simplement pour un entretien d'analyse et pour voir un petit peu justement si ça avait l'air intéressant, si ça pourrait me correspondre, parce qu'il y a plein de méthodes, comme tu l'as dit, qui existent, des bonnes, des mauvaises, mais même dans les bonnes, je reste persuadée que toute méthode n'est pas forcément adaptée à tout le monde et que, en fonction de sa vie, de sa personnalité, de sa manière d'être, on va être peut-être plus attiré et une méthode ou une autre va peut-être plus nous convenir. Donc, je me suis dit, voilà, je prends rendez-vous, je vais voir. Et je voulais aussi, évidemment, voir si la personne avec qui j'avais pris rendez-vous me convenait, puisque la méthode, le contenu, c'est une chose, mais le thérapeute, c'en est une autre. Et pour moi, c'est vraiment 50-50, quoi. C'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi est tout aussi importante, surtout si on doit parler de choses intimes, de choses parfois difficiles. C'est tout aussi important pour moi d'avoir quelqu'un en face de moi qui me convient, ou en tout cas qui m'inspire suffisamment confiance, en tout cas. Je vais rebondir sur ce que tu as dit à l'instant. Il y a énormément de méthodes pour progresser, de méthodes d'accompagnement. À ton avis, comment on fait pour choisir la méthode qui nous convient ? Parce qu'il y en a tellement. Qu'est-ce qui fait que on va se dire, cette méthode, elle est peut-être meilleure que celle-là pour moi. Toi, tu t'es dit, est-ce que toi, tu as eu cette démarche-là par rapport à d'autres méthodes, ou je sais pas, est-ce que tu as une idée ? Alors, pour moi, il y a 2 choses. La première, ça va être qu'effectivement, en fonction de notre personnalité, on peut avoir plus d'acquaintance avec telle ou telle méthode. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir, par exemple, aller fouiller d'où viennent les choses au niveau du passé, va peut-être plus aller faire une psychanalyse ou une psychothérapie. Quelqu'un qui, par contre, va dire j'arrive pas à démissionner et je sais pas pourquoi, ça me bloque. Mais par contre, j'ai pas du tout envie d'aller creuser sur mon enfance, etc. Cette personne-là, elle va peut-être plus aller voir un coach, parce que le coach, il va prendre le nœud précis, il va aller dénouer ce nœud-là. Alors peut-être qu'il y a des choses par rapport à cette chose précise qui vont venir, qui vont être en lien avec le passé, mais on va pas aller tout remuer. Puis tu as des gens qui sont beaucoup plus sur l'approche corporelle et qui donc vont peut-être trouver en des séances de yoga, de pilates, etc., vont trouver en fait ce qui leur correspond, parce que ils ont un blocage qui va être peut-être plus corporel. Tu as des gens qui vont avoir des choses plus au niveau, qui vont vouloir se libérer au niveau émotionnel. Et donc ces gens-là, ils vont peut-être faire par exemple de l'EFT. Donc je pense qu'en fonction de ce sur quoi on a envie de bosser, on va aller déjà de base vers des méthodes qui vont être potentiellement différentes. Ensuite, le deuxième versant, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est que moi, j'ai tendance à penser que la vie nous amène toujours ce dont on a besoin, et que donc il faut aussi savoir garder les yeux et les oreilles ouvertes et regarder les choses qui s'offrent à nous, les opportunités en fait qui arrivent dans notre vie. Et donc, pour parler de mon expérience, en fait, j'ai cette amie qui m'en a parlé. C'est-à-dire que si elle ne m'en avait pas parlé, peut-être que je serais jamais tombée dessus. Et puis, j'ai quand même saisi l'opportunité, c'est-à-dire que je me suis pas dit c'est encore une nouvelle méthode, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je suis curieuse, donc je suis allée voir. Et il y a eu des choses qui m'ont parlé, et donc ça a éveillé d'autant plus ma curiosité, et je me suis dit, je vais aller voir. Donc pour moi, il y a 2 choses. Il y a à la fois, en fonction de ce que tu cherches, de ce sur quoi tu veux bosser, tu vas peut-être aller vers une méthode ou une autre. Il y a aussi évidemment la personne qui est en face, comme je disais tout à l'heure, et puis il y a aussi les hasards de la vie, les rencontres qui font que on tombe sur une personne, une vidéo, un bouquin, et qui vont nous attirer en fait, et qui vont faire qu'on va s'intéresser pour une méthode plus que pour une autre. Alors, pour savoir si la méthode Festern nous convient, est-ce que tu peux nous dire comment elle fonctionne ? Oui, alors c'est assez simple en fait. D'abord il y a un premier rendez-vous qui s'appelle l'entretien d'analyse, qui est un rendez-vous qui est assez long puisque ça dure 3 heures. Et donc là en fait, c'est un premier rendez-vous durant lequel moi en amont j'ai reçu des informations
sur la famille de la personne pour pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire regarder un petit peu les choses, les gens les choses qu'il y a eu avant nous, les gens qui ont été dans notre famille avant nous, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette famille-là. Donc en gros, c'est une sorte d'arbre généalogique de la famille. Donc moi, je fais cette analyse-là en amont. Et ensuite, pendant 3 heures, on a un questionnaire avec plein de questions qui permettent en fait, au bout de 3 heures, de pouvoir exposer la clé du système à la personne. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que la clé du système, vraiment, elle est là. Et donc de ça va découler 1, 2, 3, 4 grandes peurs principales qui vont avoir une influence sur notre vie, sur notre manière d'agir, etc., qui vont faire qu'aujourd'hui, on se retrouve bloqué à cet endroit-là. Donc, il y a cet entretien d'analyse-là, c'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, donc moi ou mes collègues, évidemment, mais je donne la clé du système et les grandes peurs principales. Et puis, la personne, ensuite, peut voir et décider pour elle, est-ce que ça me parle? Est-ce qu'effectivement, je me retrouve là-dedans? Est-ce que ça me donne envie d'aller plus loin? Et est-ce que j'ai envie de me faire accompagner par cette personne-là? Donc, si elle décide que c'est pas le cas, elle repart quand même avec sa clé du système et ses grandes peurs. Ouais. Et puis, si la personne décide de se lancer dans le travail, là, à ce moment-là, on est parti pour 2 phases. La phase de déconstruction. Donc là, en fait, on va aller regarder à partir de la clé du système et à partir de ces grandes peurs qu'on a mappées, en fait, on va aller regarder d'où est-ce que tout ça vient en détail, c'est-à-dire on va aller relier chaque peur à quelque chose qui s'est passé, qui a eu lieu, etc. Et on va remonter le fil en regardant qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi, qu'est-ce que ça a créé en moi comme peur, comme mensonge, et donc aussi comme programme par défaut, qui a fait qu'aujourd'hui, ça m'a influencé de telle et telle manière, et donc je me retrouve là. Donc on va vraiment faire ce travail de déconstruction pour toutes les peurs. Et ensuite, donc ça en fait c'est une sorte de libération théorique, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'on apprend et on comprend vraiment tout ça. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est la phase de reconstruction. Et donc là, c'est un petit peu l'idée de dire, c'est un petit peu ce que j'expliquais quand moi j'ai commencé le Festen, c'est-à-dire de dire, ok, maintenant j'ai compris tout ça, maintenant j'en fais quoi? Et donc là, l'idée de cette deuxième phase de la reconstruction, ça va être de dire vers quoi est-ce que j'ai envie de tendre. Donc on va aller mettre des objectifs. Et je suis intimement persuadée qu'on ne peut aller vers ces objectifs aujourd'hui que si on comprend pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas réussi tout seul, entre guillemets, à aller vers ces objectifs-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait toute la déconstruction en amont. Mais une fois qu'on a compris tout ça, on peut aller vers ces objectifs, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, du coup, là, c'est quand même davantage orienté coaching. On va regarder, en fonction de la personnalité, en fonction des objectifs et en fonction de ce qui se passe aussi dans la vie au fur et à mesure qu'avance le travail, on va mettre en place en fait des modèles de coaching. Il y a des exercices qui vont être faits pour pouvoir petit à petit aller faire ces objectifs-là et puis aussi et surtout pour pouvoir reconstruire des nouveaux chemins neuronaux en fait, parce que quand on a des peurs et des mensonges qui sont ancrés en nous, on a des programmes par défaut. C'est-à-dire que dans telle situation, on va toujours, en fait, notre cerveau par défaut va toujours aller prendre ce chemin-là pour avoir cette réponse-là. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des gens, par exemple, qui vont se retrouver toujours dans les mêmes situations et qui vont toujours refaire le même chemin, alors qu'en fait, consciemment, ils ont envie d'aller vers d'autres gens, d'aller vers d'autres situations, de se sortir. Et des fois, ils ont même l'impression de faire différemment. Pardon ? Et des fois, ils ont même l'impression de faire différemment. Exactement. Donc, l'idée, ça va être d'aller construire des nouveaux chemins neuronaux. Donc ça passe à la fois par la prise de conscience, on l'a vu, mais aussi par la mise en mouvement et par la reprogrammation. On a un petit peu de MDR, on a une introduction à l'hypnose pour aider tout ce processus-là aussi de manière un petit peu plus profonde. Mais aller creuser des nouveaux chemins, c'est difficile parce que
Ça veut dire lever la tête, regarder par où est-ce qu'on pourrait passer. Ça veut dire y aller. Et puis, quand on construit un nouveau chemin, si on prend par exemple l'image d'un champ de blé, la première fois, il faut quand même se frayer le chemin, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est pas évident au début. Et c'est pour ça en fait que moi, pendant la deuxième période, en fait, on a non seulement nos séances ensemble, mais entre les séances, on est tout le temps en contact, par mail, on s'appelle, etc., pour pouvoir justement faire des feedbacks au fur et à mesure, etc. Et donc, l'idée de cette deuxième phase, c'est vraiment de pouvoir, en fait, se reprogrammer, aller vers d'autres choses en conscience, et puis regarder au fur et à mesure qu'est-ce qui marche pas, à quoi c'est lié, pourquoi, d'où est-ce que ça vient, etc. Et donc, petit à petit, on va se construire, en fait, comme une petite armure, bon, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais avec plein d'outils qu'on va avoir en main. Et c'est-à-dire que à partir de là, à chaque fois qu'on va être dans telle ou telle situation, qu'on va revivre telle chose, etc., et non seulement on va pouvoir l'anticiper parce qu'on va avoir tendance à le voir arriver, mais en plus, au moment où ça arrive, on a tout ce qu'il nous faut en main pour pouvoir prendre la situation en main et s'en sortir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper puissant, je trouve, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même très compliqué parce que, comme tu le disais, très souvent, ça remonte à des choses passées, ça peut être, nos problèmes actuels peuvent être liés à notre passé, à nos proches, à des choses que l'on a vécues ou des fois même des choses que l'on aurait fait avant. Et je trouve ça compliqué de se dire que, à un moment donné, il va falloir faire face à ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec cette méthode, on est quand même confronté à des choses qui sont quand même dures, violentes et qui remettent en question ce que l'on est aujourd'hui. Comment on arrive à passer ce cap en se disant que ce que l'on est aujourd'hui a été construit, forgé par rapport à tout ce qui s'est passé avant, mais peut-être qu'on n'est pas vraiment ce qu'on devrait être. Parce que justement, il y a ces croyances limitantes, il y a tout ce qu'on a vécu de négatif qui, toutes ces choses ont forgé un peu notre état d'esprit. Donc, comment on réussit à se dire, je suis pas forcément la personne que je devrais être face à tout ça. Je trouve ça, en fait, j'ai l'impression que ça fait peur. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire que toute méthode n'est pas forcément faite pour tout le monde et la méthode Festen, en fait, les gens qui font leur Festen, comme on dit, c'est souvent des gens qui vont dire voilà, aujourd'hui j'en ai marre en fait parce que j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie d'être avec tel type de personne, mais ça marche pas, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je me retrouve toujours dans telle ou telle situation et aujourd'hui je décide que j'en ai marre et que j'ai envie que ça change, par exemple. Ouais. Donc là, tu vois que ça va être des gens qui vont dire mince quoi, j'en ai marre, voilà, d'être comme ça, d'être entouré de personnes comme ci ou peu importe. Et donc c'est effectivement un travail. Et c'est pour ça que je parle tout le temps de travail vraiment. C'est un travail à faire sur soi-même. Et effectivement, ça va chercher des choses qui sont assez loin, qui sont assez profondes, qui sont assez dures. Et c'est pour ça que je dis à toute personne que j'ai en amont de la Festen, quand on se rencontre ou quand on a un appel de découverte, c'est que il faut avoir envie, quoi. Voilà, il faut savoir que ça va pas être facile, etc. Mais en même temps, pour ceux qui en ont envie, pour ceux qui en ont vraiment marre d'être bloqués, d'être coincés, entre guillemets, dans leur propre vie sur tel ou tel aspect, ça veut dire que voilà, on va vraiment aller faire un reset. Donc oui, on va aller tout chercher, mais en même temps, au moins, après, on aura vraiment tout vu et donc on repartira vraiment sur des bases qui sont nouvelles. Alors, ça veut pas dire qu'on va changer sa personnalité ou qu'on va changer sa personne, mais ça veut dire qu'on va voir les choses de manière différente, avec un œil nouveau, et qu'on va avoir en fait avec soi des outils qu'on va pouvoir mettre en place à chaque fois qu'on en aura besoin. Et c'est des outils d'ailleurs qu'on pourrait très bien apprendre à l'école, etc. Sauf que il se trouve que pour l'instant, en tout cas, c'est des choses qu'on n'apprend pas par ailleurs. Donc, on les apprend dans ce genre de boulot-là. Mais je suis totalement d'accord que ça peut un petit peu faire peur. Mais tu sais, avoir du courage, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir peur. Ça veut dire avoir peur,
mais y aller quand même. Ouais, et en fait, cette méthode Festen, elle est vraiment pensée dans ce sens-là, c'est-à-dire oui, ça va être un travail, oui, ça va être dur à certains moments, et moi je le cache pas du tout aux gens qui me contactent dès le début, mais par contre, on aura vraiment compris tout ce qu'il y a à comprendre, on aura vraiment tout déconstruit, on aura vraiment tout en main pour aller reconstruire ce que vous avez envie d'aller reconstruire, et en plus, et ça c'est vraiment pour moi en tout cas une grande force de la méthode Festen, c'est pas juste on fait une séance et puis le reste du temps débrouille-toi quoi. C'est vraiment on a des séances pendant lesquelles on bosse, on avance, et entre les séances le travail continue puisque il y a des retours d'exercice. Par exemple, tu vas me dire voilà, là avec l'outil qu'on a vu la dernière fois, je me suis entraînée sur telle et telle situation, là ça a marché, là ça a pas du tout marché. Pourquoi ? Ok, est-ce que c'était une personne différente ? Est-ce que c'était une situation différente ? Est-ce que c'était un domaine de ta vie différent ? Ah oui, là c'était sur le pro, là sur le perso. Ah, ok, et donc du coup ça n'a pas marché sur le pro parce que en fait on va creuser, et donc à chaque fois on va monter aussi beaucoup en conscience sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, pourquoi on le fait, etc. Et donc en fait moi je trouve que ça a quelque chose d'assez magique dans ce sens-là parce que comme tu disais, oui, ça demande du courage, effectivement, mais en même temps, on en apprend à la fois tellement sur soi et tellement sur la manière de voir les choses, en fait. Et c'est un petit peu, tu vois, ce qu'on disait au début avec l'instabilité, par exemple. Ouais. C'est qu'en fait, tout ça, c'est une manière de voir les choses, en fait. Et donc, quand tu as un switch à ce niveau-là, c'est hyper puissant. Et en fait, oui, il y a des petits moments où ça peut être difficile parce qu'on va gratter un petit peu des choses qui sont pas forcément très agréables, mais c'est vraiment entre guillemets pour la bonne cause parce que en faisant ça, ensuite ça libère et ça ouvre des portes qu'on n'imagine même pas en fait quoi. Ton accompagnement permet, si je comprends bien, c'est à la fin d'être vraiment autonome dans ses prises de décision. Alors, d'être autonome, oui, effectivement, ça rejoint un petit peu le coaching à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi, je suis là pour donner des clés, pour donner des outils, pour accompagner sur la mise en place de ces outils, etc. Mais évidemment, le but, c'est que la personne puisse devenir autonome petit à petit et qu'elle puisse elle-même utiliser ces outils, qu'elle puisse anticiper. Et par rapport à la prise de décision, effectivement, il y a le côté autonomie. Et puis, il y a aussi le côté gagner du temps et gagner de l'énergie. Parce qu'on souvent, que ce soit au niveau pro ou perso, on est tiraillé. On ne sait pas, est-ce que je fais le bon choix ou pas ? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ceci, faire cela ? J'ai l'impression que tu parles de toi. Et donc, tout ça, c'est de la charge mentale plus en fait. Et ça nous pompe notre énergie. Et en même temps, ça prend du temps, toutes ces choses qui tournent dans notre tête. Alors qu'en fait, quand tu comprends pourquoi t'arrivais pas à décider, quand tu as des outils en main qui vont faciliter ta décision, en fait, tu vas être en mesure de décider beaucoup plus rapidement, finalement. Et donc, du coup, tu vas gagner du temps et surtout, tu vas gagner cette énergie qu'avant tu dépensais à réfléchir très longtemps. Je vais te donner peut-être un exemple concret parce que là, c'est un petit peu abstrait ce que je dis. Moi, dans le cadre du Festen, j'avais fait un exercice dont la conclusion était que mes boussoles un petit peu de vie, c'était, j'étais tombée sur la liberté et l'indépendance. Donc, c'est un petit peu mes boussoles de vie, si tu veux, qui étaient ressorties de cet exercice-là. Et donc, du coup, c'est censé m'aider dans la prise de décision. Donc, quelques mois après, j'ai eu une proposition de job pour être représentante commerciale dans toute la région germanophone pour une boîte. Donc très belle proposition, très beau job, très bon salaire, permettant aussi d'être tout le temps en vadrouille à droite à gauche, etc. Simplement à ce moment-là de ma vie, c'était le moment justement où j'étais en train de finir ma formation Festen et où moi mon plan c'était plutôt de m'installer dans ces accompagnements Festen-là. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu l'offre et je me suis dit quand même, c'est un bon job, c'est bien payé, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc en temps normal, je serais partie là-dedans, les pour, les contre, mais oui, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux et je sais pas, etc. Et là, en fait, directement, j'ai fait attends, stop. J'ai des outils et notamment j'ai un outil
qui est censé m'aider pour la prise de décision. Donc, j'ai repris mes boussoles que j'avais évidemment en tête et j'ai dit, attends Célia, toi, tes boussoles dans la vie, tes objectifs, c'est un truc que j'avais fait durant un exercice, donc ça venait pas de nulle part, c'est la liberté et l'indépendance. Est-ce que ce job-là qui t'est proposé aujourd'hui, est-ce qu'il va dans le sens de la liberté ? Non, parce que du coup, je me retrouve à nouveau avec un chef et puis du coup, je vais avoir des horaires fixes, donc je ne serai pas libre de travailler quand je veux, où je veux, comme je veux, etc. Ok, est-ce que ça va dans le sens de l'indépendance ? Non, je suis sous contrat, donc du coup, je suis obligée de faire mes vacances à certains moments. Je suis pas indépendante, mais je suis dépendante d'un patron. Donc en fait, je me suis dit voilà, elle est là ma réponse en fait. Oui, c'est un beau job, c'est une belle opportunité en soi, mais pour ce que moi je veux et pour ce vers quoi moi je tends dans ma vie, en tout cas aujourd'hui, après ces boussoles-là, elles peuvent évidemment évoluer au fur et à mesure du temps. Mais en fait, ça ne va pas du tout dans le sens ni de la liberté, ni de l'indépendance. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça m'a paru clair et net. J'ai dit non tout de suite. Alors qu'avant, j'aurais passé des semaines à réfléchir, à demander conseil à toute la planète. Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Et pour le CV, et pour moi, et pour ceci, et pour cela. Là, ça a été plié très, très, très rapidement parce que j'ai pu me référer à un outil que j'avais en main et en fait, qui m'aide à la prise de décision, quoi. Ton accompagnement dure combien de temps ? Alors, entre le moment où on fait l'entretien d'analyse et la fin du travail, je compte à peu près 6 mois. Pourquoi 6 mois ? Parce que dans la première partie, donc dans la déconstruction, on a 6 séances de 2 heures qui sont une fois par semaine. Donc, c'est-à-dire que pendant 6 semaines, on déconstruit. Donc, effectivement, ça va assez vite. Et en 6 semaines, on fait quand même le tour de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça avance très, très vite. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est assez logique. En fait, on a 6 séances aussi de 2 heures chacune. Mais là, on ne va pas être sur un rythme hebdomadaire pour la simple et bonne raison que puisqu'on a des exercices à mettre en place, il faut attendre un petit peu que la vie nous amène les situations dont on a besoin et qu'on vive certaines situations dans le cadre pro ou perso. Et en 1 semaine, c'est parfois un petit peu juste pour pouvoir faire tous les exercices. Donc là, on est plus sur un rythme toutes les 2-3 semaines à peu près. Et puis, évidemment, il peut y avoir des vacances, il peut y avoir ceci, cela entre. Donc, voilà, je compte à peu près 6 mois. Donc, tu vois, 6 mois, c'est à la fois assez long pour un travail avec quelqu'un de manière assez étroite. Et en même temps, c'est très rapide parce que par exemple, quand tu te lances dans une psychothérapie, tu sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais ça dure quand même souvent 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Alors, c'est une très bonne question. J'aurais envie de dire oui et non. C'est-à-dire que ça dépend de quoi on parle et ça dépend de quelle est la personne qui est en face. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que parler à une personne qu'on ne connaît pas, ça va permettre d'avoir des yeux en face qui sont totalement nouveaux, en fait. Donc ça, et qui sont totalement objectifs aussi, puisque la personne ne nous connaît pas. Ouais. Donc ça, c'est une grande force, je trouve. Après, évidemment, selon ce qu'on veut raconter, ça peut être intéressant aussi d'en parler avec des gens qui nous connaissent. Par exemple, peut-être que tu connais ce truc-là, mais des fois, si tu as par exemple une peine de cœur, tu vas peut-être appeler tel ami, alors que si tu as un problème au boulot, tu vas peut-être plutôt appeler tel autre ami. Parce qu'on a des gens de référence, entre guillemets, dans notre entourage. Et c'est souvent aussi, on sait pourquoi on appelle telle personne et parfois, même inconsciemment, on sait qu'on a besoin d'entendre telle ou telle chose et donc on va appeler telle ou telle personne qui, on sait, va nous le dire. Donc, dans le cadre personnel, je trouve que ça peut être bien de parler à des gens qu'on connaît. Par contre, voilà, je pense que c'est pas le même niveau, en fait. Et puis, il y a aussi le fait que parler avec quelqu'un que tu connais, ça peut avoir le risque, en fait, de détériorer la relation dans le sens où tu peux ne pas apprécier ce que la personne va te dire et que ça ait une conséquence sur toi, sur votre relation. Alors que quand tu parles à quelqu'un que tu connais pas, tu n'as pas
ce risque-là. Donc, j'aurais tendance à dire, voilà, ça dépend qui c'est, ça dépend quel est le sujet et ça dépend aussi quel est l'objectif, quoi. Alors, perso, je lis beaucoup, mais vraiment beaucoup de livres de développement personnel. Ouais. Est-ce que tu penses que je peux, seule, réussir à défaire mes croyances limitantes, tout ce qui me bloque, ou est-ce que l'accompagnement va m'apporter un angle de vue qu'il est difficile d'avoir seul? Alors, je pense que la réponse est déjà dans ta question. Effectivement, la lecture, je pense que c'est une bonne base, c'est un bon début, parce que ça permet de mettre en fait notre mental en mouvement, en réflexion, même si que ce soit proactif ou même passif et inconscient. Et je pense que c'est un très bon premier pas, effectivement. Par contre, pour moi, après ça n'engage que moi quand je dis ça, hein, évidemment, mais pour moi, le fait de faire un accompagnement, quel qu'il soit, encore une fois, quelle que soit la méthode et quel que soit l'accompagnant, ça va permettre d'avoir justement un autre regard. Et donc, c'est un petit peu, en fait, comme, ça rejoint la question précédente, mais comme quand tu parles quand tu vas pas bien et que tu analyses, entre guillemets, ta situation, au moment où tu appelles une amie ou un ami, cette personne-là, elle va pas forcément te donner une réponse précise ou un truc magique à appliquer. Mais par contre, elle va peut-être t'aider à avoir un autre point de vue, soit t'apporter d'autres informations, soit t'apporter un autre regard ou te permettre en tout cas de te poser d'autres questions que toi, tu n'avais pas eu en fait dans ta tête. Donc je pense que lire, oui, c'est une extension entre guillemets de notre propre réflexion, mais je pense que un livre, ça reste quand même statique, là où quand tu fais un accompagnement, tu es dans l'échange et qui dit échange, je veux dire, c'est un petit peu comme le principe de l'intelligence collective aussi, c'est-à-dire que quand tu es à plusieurs, il y a plus d'idées, il y a plus de réflexions, il y a plus d'interrogations. Et si en plus, tu as la chance d'être accompagné par quelqu'un qui se trouve être expert là-dedans, c'est parfait. C'est comme si, par exemple, ta voiture était en panne et que tu venais chez moi pour la réparer. Je te dirais, ah bah oui, oh là là, elle est en panne, ça marche pas et je pourrais pas t'aider. Par contre, si tu vas chez un garagiste, lui, non seulement il va voir qu'elle ne marche pas, mais comme il s'y connaît et que c'est son job, il va voir directement où est la problématique et il va aller ouvrir le capot et réparer ce qui va pas à l'intérieur. Et donc, quand tu vas parler avec quelqu'un qui, en plus, est expert ou en tout cas dont c'est le métier, eh ben, forcément que cette personne-là, elle va pouvoir t'aider parce que non seulement c'est une personne extérieure, encore une fois, mais en plus, elle va être capable de mettre le doigt sur la problématique de manière beaucoup plus rapide, quoi. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que on se pose aujourd'hui la question de l'accompagnement parce que justement il y en a beaucoup dans tous les domaines et des fois on a un petit peu peur de passer le pas parce qu'on se dit oui mais est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus? Et moi je te rejoins, je pense que oui et je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, peu importe le domaine d'ailleurs dans lequel vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez avoir des réponses, c'est vrai que le regard extérieur vous apportera toujours un regard une vision que vous n'avez pas parce qu'en plus, nous, on a la tête dans le jus, on a la tête dans le problème et on n'arrive pas forcément à voir tous les aspects de ce problème-là. Exactement. Alors que quelqu'un à l'extérieur pourra nous dire, tiens, il y a ça qui se passe et ça, tu l'as pas vu. Et puis, tel outil aussi serait peut-être plus adapté, les choses comme ça. Donc, je pense que l'accompagnement peut être vraiment très, très intéressant. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure parce que ça nous fait gagner du temps, ça nous fait aussi gagner de l'argent des fois et puis de l'énergie, ce qui est quand même pas négligeable. Ça, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Comment te contacter si on est intéressé par cette méthode, si on a besoin d'avoir des réponses? Ouais, écoute, c'est assez simple. J'ai un site web qui s'appelle Célia- donc c'est le tiré du 6 sur les claviers français, Célia-du6mori.com. Donc c'est un site sur lequel j'explique un petit peu la méthode, comment ça fonctionne. Je parle un petit peu de mon parcours aussi. Donc là, il y a un formulaire de contact par lequel on peut m'écrire éventuellement pour avoir un appel de découverte, c'est-à-dire qu'avant de faire l'entretien d'analyse, évidemment que c'est important pour moi et je le sais aussi pour les gens d'avoir un premier contact, c'est-à-dire de
faire connaissance, que la personne éventuellement puisse poser toutes les questions qu'elle a à poser, ou puisse parler de ce qui l'amène et qu'on puisse voir ensemble si ça pourrait être adapté ou pas. Donc ça c'est très important. Et évidemment aussi sur Instagram, j'ai un compte qui s'appelle Célia Maury Festen. Donc c'est assez facile de me trouver aussi. Et c'est un compte sur lequel j'essaie de poster un petit peu des choses que moi je peux trouver inspirantes, pas forcément toujours d'ailleurs dans le domaine du coaching, mais par des docus que je peux voir, par même parfois des acteurs, des humoristes que je peux entendre et que je peux trouver particulièrement intéressants sur tel ou tel sujet. Donc j'ai ce compte-là sur lequel on peut me contacter avec grand plaisir aussi. Donc voilà. On arrive bientôt, on a dépassé même l'heure de cette pause. Alors, je sais que tu es très demandé, donc je vais pas te retenir non plus trop longtemps. Avant de conclure, si on devait ne retenir qu'une chose de toi, de ta méthode ou quelque chose que tu as envie de partager avec nous qui pour toi est vraiment très important, ce serait quoi ? Il y a 2 phrases qui me viennent en fait, donc je vais partager ces phrases-là avec toi. La première, c'est plus de peur que de mal. Donc ça, c'est une phrase qui est très importante dans le cadre de la méthode Festen et qui dit, voilà, souvent, en fait, on a peur en amont, alors qu'en fait, au moment où on traverse sa peur, on se rend compte que c'était pas si difficile, c'était pas si horrible. Il y a plein de choses positives qui en ressortent. Donc, il y a vraiment ce truc de plus de peur que de mal. Et la deuxième chose, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est un petit peu ce truc de... ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ce truc de la vie, c'est maintenant en fait. Ouais. Et vraiment, de quoi tu as envie maintenant ? Qu'est-ce qui t'embête maintenant ? De quoi tu as envie de libérer maintenant ? Et d'essayer en fait de profiter au maximum, parce que tu vois, on a souvent tendance à penser que le bonheur, c'est un truc lointain, abstrait, un espèce d'objectif. Mais en fait, le bonheur, pour moi, c'est juste le temps qu'on va accorder à sa joie, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta journée, par exemple, tu vas ressentir de la joie, tu vas être bien. Et en fait, c'est le temps que tu accordes à cette joie-là, pour moi, il est là le bonheur. Et il n'est pas dans avoir tant d'argent ou avoir réussi tel ou tel truc. Mais c'est vraiment le temps qu'on accorde à sa propre joie au jour le jour. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la vie, c'est maintenant, en fait, quoi. Voilà. J'adore cette conclusion parce que elle résume tellement de choses et des choses des fois qu'on a tendance à oublier, et je pense que tu as totalement raison de terminer sur ces mots-là. Plus de peur que de mal, et la vie, c'est maintenant. En tout cas, merci Célia de m'avoir accompagnée pendant cette heure, c'était vraiment bien. J'ai appris beaucoup de choses, j'espère que les gens aussi qui nous écoutent ont appris beaucoup de choses. C'est une méthode vraiment intéressante que je connaissais pas du tout et qui mérite d'être connue, très sincèrement. Écoute, merci beaucoup à toi pour ton temps. J'ai trouvé aussi la conversation hyper intéressante et hyper stimulante. Donc je te remercie grandement et je te dis à très vite, j'espère. Merci. Vous pouvez me retrouver plutôt ma pause café avec Tia tous les mardis sur iTunes, Spotify, et retrouvez également le compte Instagram. Je vous dis à très vite et je vous fais de très très gros bisous.